Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire ce soir, nous entendrons le père Konaté, prêtre à Karangasso au Mali. C'est là-bas que mardi soir, sœur Gloria Maria a été enlevée par 5 hommes armés. Les évêques du pays ont appelé les fidèles à prier pour sa libération. En Birmanie, la communauté musulmane des Rohingyas est persécutée par les forces du gouvernement, comme l'ont rapporté les Nations Unies. Nous entendrons le pape François s'exprimer sur cette ethnie victime de la terreur. La distribution d'une brochure sur l'éducation affective pour les élèves, jugée maladroite, a été stoppée par le Conseil régional d'Île-de-France. Nous ferons le point dans cette édition sur la façon dont l'enseignement catholique s'empare de la question. Les révélations concernant François Fillon se succèdent à un rythme régulier. Hier, on a appris que sa femme aurait perçu 45 000 € d'indemnité de licenciement payée par l'Assemblée nationale. Dans cette affaire, certains, François Fillon en tête, ont le sentiment que l'information est utilisée pour abattre plus que pour susciter la réflexion. Qu'en pensent nos éditorialistes? On en parle avec Nathalie Lénart, directrice de la rédaction de Réforme. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Avec vous Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. À tout à l'heure. Pour commencer, nous vous proposons le témoignage du père Gérard Brissot. Il est prêtre à Aulnay-sous-Bois. Il a en charge les quartiers qui ont fait la une de l'actualité ces derniers jours. Des émeutes ont éclaté après les violences suivies par le jeune Théo, dont un viol présumé lors d'un contrôle de police. Cette nuit, 28 personnes ont été interpellées à Aulnay-sous-Bois pour des jets de projectiles et des violences contre les forces de l'ordre. Le père Brissot connaît bien ces quartiers. On l'écoute. On ne sait pas comment faire. Nous-mêmes, comme un certain nombre de gens, on est un peu déroutés, mais on est aussi... moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit fortement interpellés. On a un long message depuis les 10 commandements. Tu respecteras ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu diras la vérité. Or, là, le risque, c'est toujours d'accuser l'autre. J'ai rencontré la responsable de la communauté et on provoque ce soir une rencontre à 18h de quelques chrétiens du quartier pour se dire, voilà les événements, voilà le message que nous portons, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il ne faut pas simplement dire, moi je ne me mêle pas de tout ça. Comment se sentir porteur d'une bonne nouvelle, comment être présent, comment peut-être rencontrer les familles, parler aux jeunes, pacifier le quartier. On aurait là toute une mission, il faut que les chrétiens se mobilisent autant que possible. La conférence épiscopale du Mali invite tous les fidèles à prier pour sœur Maria Gloria Cecilia, enlevée par un groupe armé mardi soir. Le kidnapping a eu lieu à 21h dans le village de Karangasso. 5 hommes armés ont forcé la porte de la communauté, puis ils ont emmené sœur Gloria Maria à bord d'un véhicule. Une enquête est en cours. La religieuse colombienne est membre de la congrégation des sœurs franciscaines Marie Immaculée. Elle est aussi responsable de la communauté de Karangasso qui compte 5 religieuses. Là-bas, nous avons pu joindre le père Germain Konaté, curé de Karangasso. Avant l'enlèvement, il n'y a pas eu de menace. Ça a été brusque comme ça, c'était une surprise parce qu'on n'était pas inquiet du tout. Le rapport était vraiment sympathique. Nous collaborons bien. Il n'y a pas de problème entre les deux communautés, deux confessions. La preuve est que chaque confession essaie de comprendre aussi l'autre confession et pour essayer de consolider la bonne collaboration. La première réaction, c'est d'organiser des séances de prière à l'intention de la sœur afin que nous la retrouvions saine et sauve. Et ces prières sont organisées depuis l'enlèvement de la sœur. En Birmanie, le cardinal Bo, l'archevêque de Rangoon, appelle à la paix dans le nord du pays secoué par la violence. Il a réagi au rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits fondamentaux publié vendredi dernier. On y lit que les forces de sécurité birmanes font preuve de violence et de violation des droits. La religion dominante dans le pays est le bouddhisme. La haine envers les ethnies d'autres religions est courante. Le cardinal Bo en appelle à la communauté internationale pour mettre fin
à la terreur et aux violences. Et parmi les minorités persécutées dans le pays, les Rohingyas de confession musulmane, ils vivent principalement dans le sud-ouest de la Birmanie. Ils sont considérés comme des immigrés illégaux venus du Bangladesh. Dans le rapport des Nations Unies, on apprend qu'au cours de ces derniers mois, l'ethnie a été l'objet de meurtres de masse par des militaires dans le cadre d'une politique de terreur calculée. Hier matin, le pape François a appelé à prier pour eux. Et en parlant des migrants chassés, exploités, je voudrais tout spécialement prier avec vous aujourd'hui pour nos frères et sœurs Rohingyas, chassés de Myanmar. Ils vagabondent de terre en terre car on ne veut pas d'eux. C'est des gens bien, ils sont pacifiques. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont bons. Ils sont nos frères et nos sœurs. Cela fait des années qu'ils souffrent. Ils ont été torturés, tués, simplement parce qu'ils poursuivent leur tradition, leur foi musulmane. Prions pour eux. Et je vous invite à prier pour eux, notre Père, qui est aux cieux. Le pape qui a souligné ce matin que l'éducation doit être génératrice d'espérance devant 80 membres de la Congrégation pour l'éducation catholique. Il a précisé ses attentes. L'éducation catholique doit être au service d'un humanisme intégral, ouvert à la transcendance. Et justement, c'est pour aider les enfants, les adolescents à croître dans la foi chrétienne que le diocèse de Port-Louis sur l'île Maurice a mis en place l'opération Cléopas, une grande mission d'évangélisation, aboutissement d'une réflexion lancée en 2014. Il y a quelques jours, une cérémonie a marqué le lancement de Cléopas dans les établissements catholiques. Plus de 3000 personnes se sont retrouvées à la maison diocésaine du Tabor. Désormais, tous les élèves scolarisés pourront réfléchir et échanger davantage sur leur foi. Précision avec le père Jean-Michel Durone du diocèse de Port-Louis. Toute l'année 2014, nous avons eu des temps d'écoute dans les paroisses, dans les écoles catholiques, pour nous dire, mais où en sommes-nous avec l'annonce et la transmission de l'Évangile? C'est ça la grande question de Cléopas. Une fois reçus les sacrements d'initiation, baptême, confirmation, Eucharistie, nous avons cru, nous, ici, et dans d'autres pays aussi, que l'initiation est terminée, qu'un chrétien pourra prendre sa vie de chrétien comme un adulte dans la foi. Nous initions au sacrement, mais nous n'initions pas à la foi. C'est l'école catholique qui est le lieu même, par excellence pour nous, du dialogue interculturel. Et ça, c'est aussi un enjeu pour nous, tout à la fois, en même temps, que l'école catholique est le lieu aussi de l'annonce et de la transmission, mais à travers aussi l'interculturalité. Deux axes sur lesquels Cléopas va agir, c'est premièrement l'axe pastoral scolaire, c'est-à-dire créer un espace où les jeunes catholiques vont pouvoir faire l'expérience, vivre et partager autour et sur leur foi. Nous voulons que nos écoles, que notre collège devienne un laboratoire d'interculture. Dans l'école, ce qui concrètement va changer, c'est l'élargissement des espaces, justement pour pouvoir inclure ces espaces de pastoral scolaire et d'interculturalité. Le Conseil régional d'Île-de-France a annoncé il y a quelques jours ne plus diffuser en milieu scolaire une brochure d'information sur la sexualité. Conçue par le Centre régional d'information et de prévention du sida, associé au Conseil régional, des illustrations ou des propos pour aborder la question de la pornographie ont été jugés maladroits et déplacés par des élus. Parmi eux, Arnaud Leclerc, il est membre Les Républicains et vice-président de Sens Commun. Il nous explique cette décision. Globalement, sur la brochure, tout me semble assez inapproprié. Moi, je crois que l'éducation sexuelle, c'est vraiment un sujet important, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui doit être abordé avec délicatesse, avec un profond respect des personnes à qui on s'adresse, et en l'occurrence des jeunes, sans intrusion, sans
sans provocation et avec un vrai souci de l'épanouissement des jeunes. Dans cette démarche, il n'est nullement question de vouloir créer des tabous ou interdire qu'on aborde certains sujets. Les sujets doivent être abordés, ça c'est vraiment clair. Pour donner un exemple précis dans cette brochure, c'est par exemple tout ce qui touche à la question du porno. Donc il y a plusieurs pages sur la pornographie, sous couvert de sensibiliser, de vouloir sensibiliser sur les dangers potentiels de la pornographie, mais c'est même pas ce qui est dit. En fait, il y a une approche assez complaisante de la pornographie et assez trash. Plutôt que de vouloir mettre en garde contre la pornographie en expliquant ce que c'est, mais sans le faire de façon outrancière et en essayant de donner d'autres perspectives, il y a une façon un peu complaisante d'en parler. Du côté de notre rédaction, nous avons voulu faire le point sur la façon dont l'enseignement catholique s'emparait de la question de l'éducation sexuelle à l'école. Alors si les établissements privés sous contrat avec l'État doivent respecter le programme de l'éducation nationale, l'enseignement catholique fait valoir sa spécificité. Évidemment, l'Église et l'enseignement catholique a une dimension qu'elle apporte en termes d'anthropologie, de regard chrétien sur la personne, et notamment de regard chrétien sur la sexualité et l'affectivité. Et donc pour nous, évidemment, il est hors de question d'aborder ces questions-là uniquement d'un point de vue anatomique ou mécanique ou technique. Et donc nous veillons à ce que cette éducation sexuelle s'inscrive dans une éducation relationnelle qui est fondamentale et très importante. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner petit à petit sur ce chemin-là. Trois entrées nous paraissent essentielles et sont là dès le plus jeune âge, pour les petites classes. Première entrée, exister, savoir qui je suis, d'où je viens. Deuxième entrée, aimer, parce que c'est important tout simplement d'apprendre ce que c'est que l'amour, avant d'apprendre tout ce qui pourrait avoir attrait à la reproduction. Et puis, troisième chapitre, être libre, apprendre à dire oui, apprendre à dire non. À Saint-Nazaire, un professeur du lycée Notre-Dame d'Espérance a été mis en examen pour viol et corruption de mineurs jeudi dernier. Les deux victimes ne sont pas des élèves de l'établissement. La direction diocésaine de l'enseignement catholique a informé les enseignants et les parents d'élèves dès lundi. Dans un communiqué, Hervé Bonamy, directeur de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique, a précisé qu'une cellule psychologique de la direction diocésaine a été mise en place. Elle accompagne les élèves et les personnes de l'établissement qui le souhaitent. L'Institut supérieur de la pastorale catéchétique s'attaque à la question du transhumanisme avec un colloque qui se tient jusqu'à demain à l'Institut catholique de Paris. Les rapports homme-femme, humain-machine, humain-animal ou encore humain-nature évoluent à une vitesse fulgurante dans notre société. Les conséquences sont multiples et affectent toutes les activités, y compris la catéchèse. Précision avec José Molinaro, directeur de l'Institut supérieur de la pastorale catéchétique. Le transhumanisme fait partie pour nous d'un ensemble qu'on appelle les mutations anthropologiques. Il y a de moins en moins un consensus humaniste dans nos sociétés. Je crois que du temps de Paul VI, du temps du Concile Vatican II, on pouvait penser que tous les hommes de bonne volonté, d'une certaine manière, pouvaient se retrouver sur ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est qu'être un homme et une femme dans le monde. Même, d'une certaine manière, les communistes et les catholiques pouvaient être d'accord sur ces quelques fondamentaux. La technologie, c'est toujours quelque chose qui est à la fois remède et poison. Et donc, de ce point de vue-là, la technologie doit continuellement, chez les humains que nous sommes, être soumise à l'interrogation, à la discussion. Or, aujourd'hui, les transhumanistes nous annoncent effectivement monts et merveilles, puisqu'ils nous annoncent que tout ce à quoi aspire l'espèce humaine depuis toujours va se trouver réalisé. Donc, il faut être extrêmement attentif au pouvoir que nos sociétés ont de mettre en place des institutions, des modules, des forums ou des choses de cet ordre-là pour pouvoir intervenir sur les programmations de la recherche et sur les décisions que nos politiques prennent de manière quelquefois complètement impondérée. Et on poursuit avec la chronique du Père Rouget. Il revient sur une révolution que l'Église n'a pas ratée, celle du numérique. On dit souvent que l'Église a manqué tous les trains de la modernité.
Pourtant, s'il y a une révolution que l'Église n'a pas ratée, c'est bien celle du numérique. On ne compte plus les sites internet, les comptes Twitter, les pages Facebook et les applications innovantes destinées à faire rayonner le plus largement possible la joie de l'Évangile. C'est ce qu'a bien montré la deuxième soirée Pitch My Church, qui a eu lieu au Collège des Bernardins la semaine dernière et qui a été diffusée sur KTO. Je pense par exemple à l'application La Quête, qui permet aux fidèles qui découvrent qu'ils n'ont pas d'argent sur eux au moment de la quête de pouvoir faire malgré tout un don. Je pense aussi à la page Facebook des moines de Solesmes et aussi à l'extraordinaire travail de diffusion de la Bible en ses traditions, le projet de l'École biblique de Jérusalem, par la newsletter Prixme. Je pense aussi aux possibilités nouvelles de formation fournies par les MOOC, Massive Open Online Course, cours en ligne ouverts à tous. Le MOOC du Collège des Bernardins sur les sacrements a reçu récemment le prix des internautes donné par MyMOOC et a été nominé pour le prix du MOOC de l'année 2016. Il a fédéré près de 6000 étudiants dans 80 pays du monde. Et bientôt, un nouveau MOOC des Bernardins va commencer, dédié au Christ, Jésus l'incomparable. Voilà qui nous rappelle qu'au-delà de toutes les nouveautés techniques dont l'Église doit saisir l'opportunité, la nouveauté par excellence, c'est le Christ, Jésus l'incomparable. Comme le disait déjà saint Irénée, le premier évêque de Lyon, au IIe siècle, Jésus a apporté toute nouveauté en se donnant lui-même. Merci Père. Comme tous les jeudis, notre revue de presse. Et on commence avec Réforme qui fait sa une sur la Russie. Nathalie Lénard, dans votre éditorial, vous nous parlez également du petit soldat Fillon qui a du plomb dans l'aile. Oui, j'ai voulu voir comment moi je pouvais lire ce qui se passait autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Fillon et regretter quelque part que ce que j'appelle parfois la politique politicienne prenne le pas sur des réflexions de fond, sur qu'est-ce que c'est que faire société ensemble, et regretter qu'il y ait peu de lieux finalement où l'on réfléchit à qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre société. Il y a à l'Église, on réfléchit à notre foi. Il y a peu d'endroits où on peut réfléchir ensemble à la société qu'on veut bâtir. Merci Nathalie. L'affaire Fillon dans la vie également cette semaine avec une République humiliée. On en reparlera certainement dans quelques instants. Mais Jean-Pierre Denis, dans votre éditorial, vous parlez de ce fameux meeting auquel vous avez participé dimanche dernier. Oui, meeting très connu, d'un homme très en vue qui s'appelle Isaïe. J'ai assisté à son meeting et comme je suis quelqu'un qui essaie de ne pas être trop sectaire, j'ai enchaîné sur celui de Saint Paul et celui de Jésus à la fin, évidemment, l'Emmanuel, vous l'aviez deviné, pour dire que dans l'Évangile, il y a des messages qui, évidemment, n'impliquent pas une décision politique, ce n'est pas un catalogue, ça ne nous indique pas pour qui voter, mais il y a des phrases qui résonnent quand même avec notre actualité. En fait, l'Évangile est bien pour aujourd'hui. Merci Jean-Pierre. Pour Gérard Leclerc, dans l'éditorial de France Catholique, le discours religieux n'est pas forcément la réponse aux affaires politiques, mais ce n'est pas une raison pour les chrétiens de renoncer à l'engagement. La différence évangélique doit être assez forte pour permettre d'endosser l'armure du responsable, écrit Gérard Leclerc. Le pape François en une de pèlerin et une question. Est-ce qu'il dérange ? Cardinaux frondeurs, démission du grand maître souverain de Malte, publication de livres en forme de réquisitoire. Si le pape bénéficie d'une large popularité, les résistances internes existent. Pèlerin décrypte cette semaine les points qui fâchent, comme le libéralisme économique ou encore les migrants. Famille chrétienne part aux États-Unis pour une enquête sur le mouvement pro-life, un mouvement jeune, dynamique, avec un esprit positif, un mouvement qui n'a jamais été aussi fort au point de faire basculer l'Amérique dans son sillage. Famille chrétienne pose la question. Et puis un dossier sur la Saint-Valentin, fêtée par les amoureux le 14 février. Longtemps considérée comme purement commerciale, cette fête devient une occasion pour l'Église d'évangéliser. Voilà pour votre revue de presse. Sans plus tarder, on retrouve nos éditorialistes pour le dossier.
Le feuilleton de l'affaire Fillon se poursuit, alimenté régulièrement par de nouvelles révélations faites par la presse. Lors de sa conférence de presse, François Fillon s'en est pris aux médias en les accusant d'avoir voulu l'assassiner politiquement. Des voix se sont élevées pour dénoncer un acharnement médiatique. Qu'en pensent nos éditorialistes? On en parle avec vous, Nathalie de Réforme, et avec vous, Jean-Pierre Denis de La Vie. Alors, pour commencer, je vais reprendre une citation du philosophe Marcel Gauchet, publiée hier dans l'Express. Pour lui, dans l'affaire Fillon, les médias sont les idiots utiles d'une manipulation politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie? Je ne crois pas qu'il se laisse manipuler. Non, je ne crois pas ça, mais je pense en revanche que ce dont on souffre aujourd'hui, c'est le fait que, donc, on a en effet un feuilleton, semaine après semaine, il y a des nouvelles révélations. Et c'est gênant qu'on ne sache pas d'où sortent ces informations, qui a intérêt à les sortir. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui ne font qu'aggraver le regard que les gens portent sur les médias, qui est assez mauvais en général. Et on ne réfléchit pas. Évidemment qu'il y a des agendas derrière tout ça. Et moi, la question que j'aimerais poser, c'est quel est l'agenda de ces médias, quel est l'agenda du Canard enchaîné? Ça vous gêne aussi, Jean-Pierre, le fait de ne pas pouvoir identifier d'où viennent ces informations? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il y a deux affaires Fillon. La première affaire Fillon, ce sont les faits qu'il a commis. Je ne discute pas de leur légalité, mais on discute évidemment de leur moralité, de la part d'un homme qui a revendiqué en plus le christianisme comme faisant partie d'une éthique générale. Donc ça, c'est la première affaire Fillon. Et la deuxième affaire Fillon, c'est l'utilisation de ces faits qui sont bien réels dans le cadre d'une campagne politique qui devient extrêmement tendue. Alors, il était absolument évident, et je suis désolé, parce que là, c'est presque de l'ordre du truisme, pour qu'il y ait des informations, il faut qu'il y ait des informateurs. Et tout informateur a un intérêt dans l'information qu'il donne. Le Canard enchaîné, ça a toujours été sa force, je dirais, se contente d'attendre qu'on lui fournisse un certain nombre de dossiers. Ces dossiers, pour autant, sont exacts. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu de condamnation, ou rarement, en tout cas, des condamnations en justice pour des faits qu'ils ont sortis. Donc, les faits sont exacts. Évidemment, ils arrivent dans un cadre où François Fillon était le favori de la campagne présidentielle, où il s'était présenté comme chrétien, et où, effectivement, une certaine... alors, après, il ne faut pas mettre tous les médias dans le même sac, mais il y a évidemment une tendance un peu d'une certaine élite médiatique, politique, culturelle, à vouloir privilégier une autre candidature, par exemple celle d'Emmanuel Macron. Donc tout ça est assez complexe. Et je crois qu'il faut, quand on veut parler de cette affaire, il faut la voir sous toutes ses dimensions. Alors on le voit, ce qui est reproché par certains, c'est le sentiment que l'information est davantage utilisée pour abattre que pour informer. C'est important pour vous de pouvoir dire sans nuire. C'est, pour reprendre le titre de l'éditorial de François-Régis Hutin dans Ouest France, voilà, il dit que le journaliste doit dire sans nuire. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie? Moi, ce que nous essayons de faire à Réforme, c'est d'essayer d'aider les lecteurs à décrypter cette information. Les questions que nous sommes posées, c'est comment François Fillon, le chantre de la probité, peut-il partir en campagne en sachant ce qu'il a derrière lui et en imaginant que ça ne va pas sortir? Ça nous a paru. Donc, essayer de comprendre quels sont les mécanismes. Est-ce qu'ils sont tellement dans la toute-puissance qui se pensent à l'abri des lois, à l'abri des réseaux sociaux, à l'abri... Essayer de comprendre ça, les questions qu'on peut se poser pour essayer de comprendre comment ces hommes ou ces femmes politiques peuvent continuer à agir comme ils agissent alors qu'on sait bien que ça finira par sortir. Ça nous... Et puis, essayer de comprendre comment font les autres pays, parce que moi je trouve toujours intéressant d'essayer d'aller voir chez les autres. Alors on a choisi la Suisse de culture protestante, l'Autriche de culture catholique, et chez les deux, ça ne pourrait jamais se produire comme ça se produit chez nous, parce qu'il y a des lois, il y a des choses, des cadres beaucoup plus... et donc il y a sans doute des choses à encadrer chez nous. Jean-Pierre. Pour répondre à votre question, je dirais que le souci de ne pas nuire doit être le souci de tout homme, pas seulement des journalistes. Il est évident que quand on ose une parole publique, on est exposé à ce soupçon. Et moi, je vais vous dire que c'est une question que je me pose souvent, parce que je me méfie d'une presse qui serait émolliente, qui ne ferait que de la communication et qui ne voudrait jamais parler des problèmes. Ça, c'est une presse qui n'a plus de raison d'être, en fait. Et en même temps,
En tout cas, je parlerai pour la vie. Notre but n'est pas de démolir. Donc c'est toujours la recherche d'un équilibre. Moi, quand on m'a confié la direction du journal, j'ai demandé à la rédaction une bienveillance critique. Et j'ai demandé que ce soit exercé dans cet ordre-là, bienveillance critique. D'abord, un regard bienveillant sur le monde, mais ça n'a pas empêché la critique quand il y a des problèmes dans la vie publique, quand il y a des problèmes dans l'Église, dans la société. En fait, si on veut les résoudre, il faut bien les aborder. Et alors, évidemment, on fait toujours à ce moment-là le procès en disant mais vous faites du mal à l'Église, vous faites du mal à la politique, vous faites du mal à une campagne. Peut-être à court terme, c'est ce qu'on peut ressentir, et c'est légitime de le ressentir si on est très passionné pour une cause. Mais je suis sûr qu'à moyen terme, c'est bénéfique pour la démocratie. Nathalie. Oui, et par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre, moi je crois que surtout il faut éviter les amalgames, c'est-à-dire, comme le fait un de nos confrères cette semaine, c'est-à-dire, alors maintenant c'est tous les élus. Tous les élus profitent de la situation, tous les élus sont trop bien payés, tous les élus... Je pense que ça, c'est catastrophique de faire ça, parce que d'abord, c'est pas vrai. Et puis ensuite, heureusement que les élus sont suffisamment bien payés pour pas être attirés, enfin je parle des députés, des sénateurs, pour pas être attirés par les puissances de l'argent. Je pense que c'est pas la solution, et c'est pas comme ça qu'on va s'en tirer, de dire qu'ils sont tous pourris. Évidemment que non. Et moi, je pense que... Enfin, nous, ce qu'on essaye aussi de faire à Réforme, c'est d'être bienveillant globalement, parce qu'il en faut bien une classe politique. Alors après, le problème, c'est doit-elle être exemplaire jusqu'où ? Alors justement, au-delà de l'emballement médiatique, quelles conséquences d'ores et déjà vous allez pouvoir tirer dans votre travail après cette affaire Fillon, s'il y a des conséquences à tirer ? Enfin, dans notre façon d'exercer le journalisme, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Moi, je suis assez attentif à ce que la ligne de la vie reste indépendante sur le plan politique. Nous ne faisons campagne pour personne et contre personne. Ça, c'est absolument fondamental. On n'est pas le journal d'un parti, on n'appelle pas à voter pour un candidat et on n'a pas à le faire. Ce n'est pas du tout sur cet axe-là que je nous situerai, mais pour autant, parler réellement des vrais sujets. Sinon, à quoi ça sert de faire un journal, encore une fois ? Mais je rejoins tout à fait Nathalie sur le fait que les politiques, d'ailleurs c'est ce que nous disions dans la vie de cette semaine, les politiques, quand nous les connaissons, et nous en avons parmi nos lecteurs qui sont dans un conseil municipal, ou parfois dans un parti, les gens qui ont un engagement, moi j'ai beaucoup d'admiration en fait, parce que c'est beaucoup d'abnégation pour la plupart d'entre eux. C'est du temps, c'est du don de soi, et c'est aussi beaucoup de coups qui sont pris, donc c'est aussi un autre aspect de la vie publique. Nathalie, un dernier mot pour conclure. Oui, et puis moi je suis aussi assez critique de temps en temps face à la presse en général, face à nos confrères, qui de plus en plus donnent des leçons de morale. Ils savent, et de temps en temps, ils devraient eux aussi balayer devant leur porte. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Jean-Pierre pour le partage de vos différents points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.